Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire proposé par Zinea, partenaire de Lima, sur les motivations des établissements financiers à investir dans un data catalogue. Une précision avant de démarrer, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions dans le chat. L'équipe Zinea y répondra en fin de présentation. Et je passe sans plus attendre la parole à David Martin, responsable de l'ensemble des services clients pour Zinea. À vous, David. Oui, merci Anne. Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue à ce webinaire. Donc nous allons effectivement poser un peu le cadre des motivations qu'ont les établissements financiers et d'assurance à se tourner vers un data catalogue pour résoudre certaines des difficultés face à la gestion de leur patrimoine de données. Donc sans plus attendre, donc je vais partager les différents slides et je ferai suivre à l'issue de cette présentation une présentation, une traduction dans les faits dans le catalogue des différentes fonctionnalités que nous mettons à disposition pour répondre aux problématiques. Quelques secondes juste pour me présenter. Donc David Martin, comme l'a dit Anne, je travaille chez Zinea. Je suis en charge du suivi de nos clients sur différents pans. Donc la partie purement Customer Success Management, mais aussi Professional Services et l'activité support, bien évidemment. Donc par le passé, j'ai pu exercer auprès de différents clients dont les secteurs d'activité étaient relativement variés, dont la banque et l'assurance au travers de missions de conseil en informatique. Alors, premier point, donc au niveau de l'agenda de cette matinée, ce que je vous propose donc c'est poser un petit peu le contexte au niveau des données dans les établissements financiers, zoomer un petit peu sur les opportunités, les contraintes que tout cela peut tirer, expliquer pourquoi le data catalogue en tant que moyen peut apporter des éléments de réponse. Je vais aussi illustrer un démarrage type d'un POC réalisé avec un de nos clients dans le secteur de la banque pour que vous puissiez un peu mieux vous projeter sur comment peut se dérouler ce type d'exercice. Et après, se suivra donc une démonstration assez rapide de l'outil pour vous permettre de mieux matérialiser les différents concepts au sein de la solution. Donc, premier point, le contexte data dans les établissements financiers. De façon générale, et ce n'est pas une spécialisation du secteur financier, il est important, quel que soit le secteur d'activité, que l'entreprise puisse poser une stratégie autour de ces données. La stratégie sera influencée par différents facteurs, en particulier son secteur d'activité, mais aussi son environnement concurrentiel qui va la pousser à manœuvrer d'une façon ou d'une autre pour pouvoir répondre justement à cette pression concurrentielle. Et enfin, la réglementation qui, en fonction du secteur d'activité, ne sera pas traduite de la même façon avec la même pression. Harvard Business Review propose ce diagramme sur la droite qui permet de se positionner de façon assez simple sur une stratégie qui sera orientée vers la défense ou une stratégie qui sera plus offensive en fonction des trois paramètres précédemment cités. La stratégie offensive sera plus orientée dans le développement des revenus et l'atteinte d'objectifs de l'entreprise et sera plus en lien avec des réalisations perceptibles pour les utilisateurs, les clients de l'entreprise, tandis que l'approche défensive sera plus sur une gestion appropriée du risque et du contrôle de la qualité. Et donc sera moins visible pour l'utilisateur final, quand bien même elle produira des effets positifs pour ceux-ci. Donc définir sa stratégie est sans doute le premier élément, et là on est vraiment sur quelque chose qui est bien loin du choix d'une solution logicielle et qui est vraiment sur une orientation profonde qui aura une influence sur les choix logiciels, mais aussi sur la mise en place de processus en interne dans l'entreprise. Lorsqu'on regarde plus précisément le secteur financier, que ce soit la banque ou l'assurance, ou toutes les pépites qui s'inscrivent sur ces deux secteurs, tous ces nouveaux arrivants de la FinTech, de l'InsurTech, etc., on voit effectivement que tout ça va s'inscrire dans un secteur qui reste, quelle que soit la récence de l'entreprise, soumis à beaucoup de régulations, ce qui va derrière tirer une demande forte au niveau du contrôle sur les données. Mais malgré tout, en dépit de cette pression
au niveau de la réglementation, on voit aussi que le secteur est quand même extrêmement dynamique et mouvant, et donc très fortement concurrentiel. Et pour répondre aux attentes de tous les utilisateurs dans cet écosystème très concurrentiel, eh bien, il va falloir travailler au-dessus des réglementations, à développer de nouveaux usages pour répondre à de nouveaux comportements traduits par les différents clients. Donc, si on reprend ce diagramme précédemment présenté, on peut positionner la banque et l'assurance relativement au milieu des deux approches, traduisant donc une stratégie qui va devoir inclure une partie défensive relativement importante pour pouvoir répondre aux obligations réglementaires, mais aussi adopter toute une partie offensive pour pouvoir apporter une réponse aux utilisateurs qui sont extrêmement vigilants à l'offre de services que les différents acteurs pourront proposer. Donc on est sur, par opposition à d'autres secteurs comme la santé, où là, la balance va pencher vraiment très fortement sur la partie défensive compte tenu de l'hypersensibilité des informations. Et à l'autre côté du spectre, des acteurs comme le retail qui, quand bien même ils peuvent être soumis à une pression réglementaire, elle est dans une moindre mesure exprimée et donc ils pourront plus facilement travailler sur un aspect défensif. On voit que donc le monde bancaire et assurance se trouve un peu à la croisée des deux chemins. C'est tout à fait compatible de pouvoir travailler sur les deux aspects. Et très clairement, on n'est jamais 100% l'un ou 100% l'autre. C'est forcément un mix et il y a un curseur à positionner qui permettra de trouver un équilibre. Je tiens à ajouter que en fait, cette position n'est pas immuable. Vous pouvez très bien commencer avec une stratégie volontairement défensive pour assurer le contrôle du risque, puis lorsque cet objectif est atteint, progressivement déplacer le curseur vers une stratégie offensive. Et donc, on a effectivement ici tout le loisir d'adapter sa stratégie dans le temps en fonction de ses objectifs et de ses priorités. Voyons ça maintenant au travers d'un spectre d'opportunités et de contraintes au niveau de l'exploitation du patrimoine de données de l'entreprise. Les données, je pense que tout le monde en est convaincu, présentent un certain nombre d'opportunités pour les entreprises. Quand bien même l'entreprise ne travaille pas directement sur les données, elle en produit forcément beaucoup, elle en reçoit forcément beaucoup. Et donc, travailler sur cette masse d'informations permet de dégager un certain nombre d'opportunités. Cela est vrai pour tous les secteurs, cela est donc aussi vrai pour la banque et l'assurance. Je pense qu'on n'a pas attendu les dernières années pour travailler sur la donnée dans le secteur bancaire et assurance. Et donc, c'est quelque chose qui est relativement bien assimilé. Quels sont les débouchés possibles d'une exploitation pertinente de la donnée? Eh bien, aujourd'hui, on a beaucoup d'utilisateurs qui vont chercher à avoir une expérience plus évoluées, ou en tout cas qui iront comparer les différentes expériences que les différents acteurs peuvent leur proposer. Exploiter au mieux sa donnée, c'est donc se donner les moyens d'offrir aux utilisateurs une expérience dite omnicanale, et donc associée à un certain niveau d'innovation, et surtout personnalisée. Il est de plus en plus important aujourd'hui de proposer ce type d'expérience aux utilisateurs qui vont souhaiter avoir un service sur mesure autant que faire se peut. L'exploitation des données peut servir aussi des services internes en support des utilisateurs. Le service client en particulier peut profiter d'une exploitation adaptée des informations et en particulier des informations clients. Au sein de l'entreprise, on va retrouver à différents endroits des informations qui vont permettre de mieux comprendre le client, de mieux comprendre ses usages, ses habitudes, de permettre du coup à un service client d'avoir des réponses plus pertinentes, d'être beaucoup plus réactif, voire proactif, et avoir une approche prédictive, c'est-à-dire anticiper au travers de signaux faibles les attentes des différents clients. C'est par la pertinence de cette communication que le service client pourra avoir que vous augmenterez votre capacité de rétention de vos clients. Enfin, bien exploiter ces données, c'est aussi avoir l'opportunité de travailler sur l'optimisation des coûts et des campagnes de communication, potentiellement, si on regarde spécifiquement cet aspect. En effet, lorsque l'on traite de différents process en interne dans l'entreprise, il y a toujours moyen d'optimiser ces différents process. Et donc, la donnée peut être en appui pour permettre d'analyser les différents processus, identifier là où des optimisations peuvent être mises en place, mesurer les gains et si jamais on a dégagé
des gains, effectivement, aller à réduire les coûts par l'optimisation des processus internes. Donc, tout ça sont autant d'opportunités qui peuvent être offertes par une exploitation appropriée des données. Cela vaut pour le secteur de la banque et de la science, mais de façon plus large pour l'ensemble des secteurs d'activité aussi. Maintenant, bien évidemment, il y a un certain nombre de contraintes, mais des contraintes que l'on peut aussi traduire en autres opportunités. Travailler sur une approche défensive va obliger l'acteur à mettre en place un certain nombre de principes. Lorsqu'on est soumis à une pression réglementaire relativement forte, comme c'est le cas dans le secteur de la banque et de l'assurance, la mise en place des différents frameworks de régulation va obliger l'entreprise à un certain niveau d'hygiène au niveau de la gestion de ces données et des processus associés. Donc le fait de renforcer le support des différents programmes de réglementation va permettre aussi de monter en qualité et en maîtrise sur la donnée. Le contrôle s'en trouvera donc renforcé, la qualité documentaire fera aussi un bond en avant, et vous aurez ainsi à la fin un patrimoine issu de tous ces efforts obligés par la réglementation qui pourra bénéficier à l'ensemble de vos utilisateurs. Donc cet aspect défensif va permettre aussi d'augmenter la maîtrise de votre patrimoine et, si c'est ainsi que vous l'envisagez dans un deuxième temps de votre stratégie, permettre d'avoir une stratégie offensive plus efficace. De la même façon, donc, cette gestion des risques à différents niveaux qui va traiter de la qualité des données, de la traçabilité de l'information, de la pertinence des indicateurs que vous pourrez sortir dans les rapports, seront autant d'éléments qui permettront de garantir que certains gisements de données atteignent le niveau d'excellence attendu pour pouvoir ensuite être utilisés sur d'autres usages. Donc, je pense qu'il est de bon ton de considérer les contraintes, ou en tout cas toute la partie défensive, comme autant d'opportunités de travailler sur une qualité globale et une maîtrise globale du patrimoine documentaire sur la data. De façon générale, l'ensemble des efforts qui seront mis en place au niveau de la maîtrise des données doit vous mettre en capacité de fournir à tous les consommateurs dans l'entreprise, et globalement, il s'agit probablement de presque tous les collaborateurs, si on est tant, des informations qui seront non seulement utiles pour produire de la valeur, mais qui leur permettront d'avoir un usage responsable de l'information. La donnée, lorsqu'elle est relativement bien qualifiée, permet non seulement de savoir si elle est pertinente sur un cas d'utilisation précis, mais permet aussi de préciser les conditions d'utilisation. Et c'est tout ce qui est traduit ici par l'approche responsable. Donc il est important de fournir l'ensemble de ces informations à tous les consommateurs de la donnée au sein de l'entreprise pour qu'ils puissent faire un usage le plus efficace possible de la donnée à disposition. Alors parlons maintenant moyens. Le Data Catalogue est un des moyens qui va vous permettre de proposer au sein de l'entreprise un support permettant de répondre à votre stratégie aussi bien sur les aspects défensifs que sur les aspects offensifs. De notre point de vue, en tant qu'éditeur d'une solution de Data Catalogue, nous définissons le Data Catalogue comme un inventaire détaillé, mais détaillé au niveau que vous définirez, de l'ensemble des actifs de données et de leurs métadonnées dans votre organisation. Ce Data Catalogue est avant tout conçu pour aider les professionnels de la donnée, qui peuvent être tous les collaborateurs de l'entreprise de façon étendue, à trouver rapidement, et là on a un objectif d'efficacité, donc de réduction des coûts, les données les plus appropriées par rapport à un usage donné, que ce soit une fin analytique ou commerciale. L'idée est donc de réduire le coût de découverte et de compréhension des différents assets en lien avec la data, en s'appuyant sur les informations qui ont pu être consolidées au sein d'une solution logicielle nommée Data Catalogue. Donc on doit vraiment être là en accélérateur, en facilitateur d'accès à l'information pour permettre aux consommateurs de la donnée de juger quels sont les jeux de données appropriés par rapport à l'usage qu'il envisage. Notre Data Catalogue a été conçu avec cet objectif en tête et donc est conçu comme étant une solution ouverte dans un premier temps, ouverte puisque nous travaillons à exposer de plus en plus d'API pour faciliter l'intégration,
Connecté est une dimension extrêmement importante dans notre approche puisque nous essayons de réduire le coût de documentation et de maintien de la documentation des éléments en permettant de capter un maximum de métadonnées de façon automatique. Donc cette dimension de connecté est extrêmement importante dans le cadre de l'appropriation du data catalogue. Troisième point extrêmement important aussi, nous travaillons continuellement sur la facilité d'utilisation et la facilité de montée à l'échelle. La facilité d'utilisation va se traduire par des interfaces extrêmement simples et intuitives. Il est important pour un data catalogue d'être aussi simple qu'un moteur de recherche sur le net comme Google, où aucune formation n'est nécessaire au préalable. Il en va de l'adoption du data catalogue, et un data catalogue qui ne serait pas adopté sera un échec en entreprise. Donc cette simplicité et la dimension intuitive dans l'usage du catalogue est extrêmement important. Enfin, dernier point sur lequel nous travaillons aussi, c'est la dimension intelligente, où nous allons travailler continuellement sur des fonctionnalités qui permettront de simplifier la documentation et le maintien documentaire. Et donc cela s'appuiera par différentes stratégies, différentes technologies qui permettront justement de faciliter ce travail. Faciliter ce travail, c'est quelque part aussi réduire le coût que représente cet effort documentaire. Aujourd'hui, notre data catalogue n'est pas typé sur un secteur d'activité. Bien évidemment, nous avons parmi nos clients un certain nombre d'acteurs de la banque, de la finance, de l'assurance. Certains sont cités ici, nous en avons aussi d'autres récemment arrivés. Ces acteurs partagent peu ou prou à peu près les mêmes ambitions en termes de stratégie data, puisqu'ils sont globalement tous sous les mêmes influences réglementaires d'une part, et puis de dimension concurrentielle, que ce soit des acteurs appartenant à la France ou des acteurs internationaux. Globalement, nous retrouvons les mêmes contraintes en termes de réglementation, les mêmes contraintes en termes de concurrence sur le marché, et donc les mêmes aspirations derrière dans la gestion de leur patrimoine de données. Donc Zinea sait s'adapter spécifiquement aux besoins de ce secteur d'activité, tout comme nous savons aussi nous adapter aux autres secteurs d'activité. Juste pour comprendre maintenant l'implémentation du data catalogue, je vais illustrer ici le cheminement que l'un de nos clients a suivi dans le cadre de la mise en place d'un POC, un Proof of Concept, de Zinea pour pouvoir en apprécier la pertinence. Donc, il s'agit d'une illustration, d'une mise en œuvre de Zinea depuis zéro jusqu'à un niveau qui a permis au client de choisir, de valider la valeur ajoutée du produit. La solution choisie ne prend pas trop de temps au début. Par contre, il est important de valider qu'elle corresponde bien à des cas d'utilisation en interne. Le POC en question a duré sur plusieurs semaines et a été donc découpé en différentes itérations. Nous travaillons en général sur des déploiements qui peuvent aller de POC très courts, qui peuvent représenter 2 à 3 semaines sur des cas d'utilisation relativement simples, mais aussi nous travaillons sur des POC plus longs comme celui-ci, qui permettent à de grosses structures d'aller éprouver la solution dans différents contextes. Globalement, la chronologie de ce Proof of Concept étendu a suivi les étapes suivantes. La première étape, sur 2 semaines, a permis de poser les prérequis techniques, de préparer mécaniquement l'environnement en travaillant sur les différentes configurations, de tester de bout en bout que la plateforme était prête à suivre les différentes itérations qui ont suivi, et puis a permis aussi à l'équipe qui pilotait ce POC, aussi bien côté client que côté Zinea, de s'aligner parfaitement sur les différentes itérations, sur les attentes de part et d'autre de toutes les parties prenantes. Donc 2 semaines sont largement suffisantes pour pouvoir démarrer une plateforme, la configurer et la mettre prête à être soumise aux différents sprints. S'en sont suivis après 3 itérations qui avaient pour objectif de couvrir 3 cas d'utilisation de 3 équipes, de 3 services différents, chaque service ayant des attentes très particulières, ayant un environnement technologique potentiellement spécifique. Et donc, systématiquement, ces 3 sprints ont été globalement organisés sur la même structure, une rapide formation des utilisateurs pour les familiariser avec les interfaces et les fonctionnalités, de telle sorte que sur les 3 semaines de test, ils soient les plus efficaces possibles. Le chargement des différentes informations, pour partie donc automatisé par l'aspect
connectés de notre data catalogue et pour autre partie, issus du fruit de la documentation réalisée par les différents acteurs. Ensuite, s'en sont suivies systématiquement des phases de test qui ont permis de valider la pertinence des informations saisies, remontées dans le data catalogue. Et enfin, une appréciation, compte tenu du cas d'utilisation, de la pertinence de la solution dans le cadre de chacun des sprints. Donc 3 sprints de 3 semaines qui ont donc poussé le POC jusqu'à une dernière phase de consolidation où l'ensemble des résultats ont été agrégés, pondérés pour pouvoir apprécier la pertinence de la solution. Les retours ont été partagés avec nous, éditeurs, pour nous faire part de toutes ces informations qui sont autant pour nous de sources d'inspiration sur des évolutions, améliorations de notre produit, que pour le client, de l'occasion de poser à plat l'ensemble des résultats de cette phase de POC. En général, cette phase de consolidation est aussi pour nous l'opportunité de présenter à nos clients aussi la roadmap, puisque le produit a été testé dans une version bien spécifique. Or, notre produit évolue continuellement et avoir de la visibilité sur les fonctionnalités à venir ou les évolutions de fonctionnalités est extrêmement important pour mieux se projeter. Donc, cette phase de consolidation, en général, intègre une présentation de roadmap. Et enfin, bien évidemment, il s'agit aussi de parler d'usage si la solution est retenue. Et donc, il y a forcément dans cette phase de consolidation des échanges en termes de dimensionnement de plateforme, de scaling de la plateforme sur les mois ou années à venir. Et enfin, dernière semaine, au bout d'un petit peu plus de 3 mois, une phase de décision. Donc, on est sur un POC relativement long. Encore une fois, je le dis, un POC peut, dans le cadre de Zinea, tenir en 2 à 3 semaines et produire déjà de la valeur, mais dans certains cas, nous sommes sollicités pour des POC plus longs qui doivent aller beaucoup plus dans le détail et couvrir des cas d'utilisation plus variés, plus riches aussi, avant de pouvoir statuer sur la pertinence de la solution. N'hésitez pas à loguer toutes vos questions sur le chat, bien évidemment, sur toutes les parties qui viennent d'être présentées. Et nous apporterons les réponses en fin de webinaire. Je vais maintenant vous présenter les bénéfices que peut apporter le catalogue directement avec une démonstration avant de revenir sur une illustration de notre écoute par rapport aux besoins de nos clients. Voilà, donc je viens de basculer sur un environnement Zinea, sur l'un de nos 2 produits que nous mettons à disposition. Nous sommes ici sur le produit Zinea Studio, qui est dédié aux utilisateurs contributeurs au niveau de la donnée, que nous nommons les data stewards, et qui vont donc avoir comme responsabilité d'enrichir une partie des objets qui sont remontés dans le catalogue. Juste pour vous présenter donc le fonctionnement en quelques mots, le catalogue Zinea permet de documenter différents types d'objets qui vont représenter différentes notions. Nous proposons par défaut des types natifs fournis par défaut sans configuration préalable dans Zinea qui vont déjà permettre de documenter différents types d'objets. Ce sont des types que vous retrouvez ici en tant que autant de critères de filtre. Les objets les plus importants parmi ces types seront très certainement ce que nous appelons, nous, les datasets et les fields, qui vont représenter les structures physiques de vos données, quel que soit le système d'information qui porte cette donnée. C'est là où la nature connectée de Zinea va apporter ses bénéfices, puisque en s'appuyant sur un catalogue de connecteurs, nous avons capacité à remonter automatiquement un premier niveau de métadonnées sur tous vos jeux de données, quelle que soit la plateforme. Un serveur de base de données relationnelle, une plateforme cloud, un data lake sur votre infrastructure, etc. Donc tous ces jeux de données vont remonter mécaniquement dans Zinea, apparaître et permettre déjà, sans aucune action additionnelle, à un utilisateur final de faire des recherches et de découvrir l'existence des jeux de données, de savoir identifier l'origine du jeu de données, et ce, sans aucun effort additionnel. Bien évidemment, l'histoire ne s'arrête souvent pas qu'à cet endroit-là, et on profite du savoir de certaines équipes sur les jeux de données pour demander à ces équipes de le déverser dans Zinea pour aller augmenter la documentation sur chacun des objets. Donc, dataset et fields représentent vraiment des objets techniques au sens table, colonne, typiquement sur vos jeux de données. Mais bien évidemment, nous pouvons aussi documenter d'autres types d'objets, comme des termes métiers,
des processus de transformation entre vos jeux de données, etc. Donc tous ces objets peuvent être renseignés dans le catalogue, richement documentés, ou en tout cas suffisamment richement documentés pour atteindre vos objectifs en termes d'usage. Et donc c'est à vous de positionner le curseur, votre ambition en termes de documentation. Et puis au-delà des objets natifs que Zinea propose, eh bien, nous proposons aussi de documenter des concepts que vous définirez en fonction de vos attentes. Le catalogue doit être votre catalogue. Nous n'imposons pas de modèle, nous n'imposons pas de type d'objet prédéterminé secteur d'activité par secteur d'activité. Il importe à chacun de nos clients de déterminer quelles sont ses attentes en termes de documentation et de faire du catalogue Zinea son catalogue, avec le juste niveau d'information, ni plus ni moins. Donc c'est pour ça que vous voyez ici, dans cette démonstration, 3 objets qui ont été créés, au-delà des objets types de Zinea, qui sont là pour représenter différents concepts qui peuvent avoir du sens dans votre contexte. Et donc, libre à vous de pouvoir créer autant de nouveaux types que souhaité, et sous chacun des types, autant d'objets que souhaité. Donc, dans la démonstration ici, j'ai essayé de reprendre quelques concepts qui peuvent être parlants dans le monde de la banque et de l'assurance sur un choix arbitraire, donc d'un import de quelques structures techniques qui ont été mécaniquement importées. Donc, vous voyez ici un certain nombre de datasets, de tables qui ont été importées et qui ont commencé à être documentées. Zinea se présente bien évidemment sous cette forme-là avec des capacités de recherche. Il va sans dire que lorsque vous avez alimenté le catalogue avec des dizaines de milliers de structures, des centaines de milliers ou des millions de champs associés, il n'y a pas d'autre salut que de passer par la recherche et l'application de filtres pour trouver la réponse à votre question. Donc là, typiquement, le catalogue est raisonnablement nourri avec assez peu d'objets, donc la recherche n'est pas forcément obligatoire, mais très souvent, dans tous les cas d'utilisation finaux, eh bien, la recherche sera salutaire pour vos utilisateurs pour retrouver leurs éléments. Petite explication sur les bénéfices du catalogue. Donc, comme je le disais, nous remontons automatiquement des objets techniques, mais nous permettons aussi et surtout de pouvoir les documenter comme vous le souhaitez, avec les critères que sont les vôtres. Dans l'exemple présent, j'ai créé volontairement un certain nombre de propriétés pour aller caractériser des objets techniques avec des notions de data domain, de business domain, de subdomain pour le business, de relation avec une application, de régulation associée, de niveau de sécurité, etc. En fait, toutes ces propriétés sont entièrement configurables et doivent être créées en réponse à une attente de votre côté. Vous créez vos propriétés pour répondre à des attentes de vos utilisateurs. Et l'idée est de créer le juste nombre de propriétés, ni plus ni moins, de ne pas demander à vos équipes qui documentent trop de travail au-delà de ce qui est nécessaire. Donc vous ajustez ici la pression demandée à vos équipes Data Steward sur un nombre prédéterminé de propriétés pour répondre à vos objectifs. Bien évidemment, ce métamodèle est évolutif. Vous pouvez commencer très modestement, et c'est d'ailleurs ce que nous encourageons, avec un jeu très limité de propriétés qui permettront déjà d'apporter un premier niveau de valeur. Ensuite, lorsque ce premier niveau de valeur sera atteint, libre à vous de rajouter quelques propriétés additionnelles qui apporteront un complément de valeur, peut-être pour une autre population d'utilisateurs ou pour répondre à d'autres attentes. Donc là, vous avez quelque chose de très, très flexible qui permet vraiment d'enrichir à votre rythme la documentation. Il faut bien garder en tête qu'une documentation représente un investissement initial pour la produire, mais aussi et surtout représente un investissement pour la maintenir. Donc l'endroit où vous positionnerez le curseur en termes de richesse sera extrêmement important pour garder tenable l'effort de documentation initiale et de maintenance de la documentation. Donc pour illustrer un petit peu les bénéfices que l'on peut tirer d'un catalogue lorsqu'on remonte à un objet technique, on voit qu'un objet technique peut être très facilement mis en lien avec des termes métiers qui ont été instruits au préalable, avec des relations extrêmement simples qui vont permettre après une navigation. Dans Zinea, on a la possibilité de documenter des objets de nature diverse, des objets métiers, des objets techniques, des objets de type process, des visualisations, des rapports, etc. Chaque objet va porter sa propre documentation et ensuite, lorsqu'il sera mis en relation avec d'autres objets, permettra une navigation de telle sorte que les utilisateurs puissent passer très facilement
de la documentation sur un objet technique à la documentation sur le terme métier associé. Sur la droite, vous voyez aussi qu'il est extrêmement simple de pouvoir qualifier, en allant sélectionner dans des listes de valeurs, différentes caractéristiques qui vont documenter un objet. Certaines de ces propriétés vont aller récupérer une valeur dans une liste, ce sont des propriétés relativement simples. D'autres propriétés, comme ici un peu plus bas, vont s'appuyer aussi sur des relations vers d'autres objets. Nous avons défini dans cet environnement de démonstration que la propriété nommée application ne serait pas juste un label, mais permettrait de créer une relation entre une fiche documentaire décrivant ce qu'est cette application et l'objet en question. Et donc, ce choix au niveau de la configuration est un choix qui est à faire de votre côté, sous la responsabilité d'un administrateur du data catalogue, qui en général appartient à une équipe dite Data Office, qui aura comme responsabilité de gérer le patrimoine documentaire et de positionner ce fameux curseur au niveau attendu. Donc, gérer ce métamodèle se fait en général en concertation avec les différentes parties prenantes pour bien comprendre quelles sont les attentes en termes de documentation, à partir de quel moment il y a de la valeur produite par la documentation, et donc ce qu'il est juste de configurer au niveau du métamodèle, toujours dans cette quête d'équilibre. Ne pas trouver un métamodèle trop compliqué, mais suffisamment riche pour apporter la valeur attendue. Donc on peut imaginer de créer ici autant de concepts que souhaité dans le catalogue. On a imaginé ici un concept dit de régulation avec un accès à différentes définitions vers des objets riches qui permettent de découvrir quelle est la réglementation en question. Ensuite, depuis cet objet, de pouvoir naviguer vers les autres objets qui pourraient être en lien, etc. Autre bénéfice qu'offre Zinea par son data catalogue, c'est aussi de permettre de façon relativement simple de représenter les interdépendances entre différents objets. Vous voyez ici que lorsque nous affichons le contenu de cet onglet, l'ensemble des éléments qui peuvent être liés à ces objets est ici représenté. Donc, tous ces objets sont ici des datasets, des objets de type table, par exemple, qui ont une relation les uns avec les autres au travers de ces autres objets, ces boîtes noires, qui sont des processus de transformation. On découvre ainsi de façon simple que ce jeu de données a été utilisé par un processus ici pour agir sur cet autre jeu de données qui lui-même a une partie de son contenu utilisé au travers d'un autre processus pour agir sur cet autre jeu de données, etc., etc. Donc cette représentation du lineage permet, en plus, au travers de la navigation, de parcourir l'ensemble des objets techniques et de comprendre les interdépendances qui les unissent. Et ce, quelles que soient les technologies. Alors, dans le cas présent, on a quelque chose de relativement simple puisque la technologie est la même, quelles que soient les colonnes. Mais l'intérêt ici est aussi de pouvoir, dans votre cas, représenter un lineage avec des plateformes technologiques qui sont potentiellement différentes les unes des autres et de façon extrêmement simple. Et éventuellement avec un niveau de détail qui peut être aussi assez intéressant puisque l'ensemble des structures de chacun des objets est aussi accessible. Voilà, donc tous ces éléments-là sont des supports documentaires qui vont contribuer à augmenter votre maîtrise de votre patrimoine de données, d'aller qualifier l'ensemble des objets sur différentes caractéristiques que vous choisirez. Typiquement, vous pouvez faire le choix lors d'une approche défensive d'aller travailler sur tout un pan réglementaire, d'aller qualifier, par exemple, tous les aspects régulation associés, niveau de sécurité, etc. Puis travailler dans un deuxième temps sur une approche offensive avec un complément de propriété qui viendra épauler cette ambition offensive avec des descriptions plus détaillées sur les objets techniques, des informations liées à la qualité des données, etc., qui vont permettre du coup à des projets qui sont en quête de jeux de données pour pouvoir être réalisés, de plus facilement identifier le ou les jeux de données associés. Dernier élément aussi qui est important dans Zinea, c'est cette capacité à poser des contacts sur les objets. Ça peut paraître anecdotique, mais en entreprise,
il est particulièrement dans des entreprises de taille respectable, il est relativement difficile d'identifier le ou les sachants, les personnes qui sont susceptibles d'apporter des éléments de réponse par rapport à une notion donnée, par rapport à un objet technique donné. Eh bien, par le fait d'associer des contacts, un ou plusieurs contacts, et de qualifier la relation qui unit le contact avec l'objet, ici data manager par rapport à l'objet, eh bien, on permet de répondre à cette question que beaucoup de collaborateurs peuvent avoir une fois qu'ils ont identifié un objet technique qui les intéresse. C'est qui est la personne qui sera susceptible de m'en apprendre plus sur tel ou tel aspect, que ce soit un aspect sur les usages possibles, que ce soit un aspect technique, comment j'accède à la donnée, etc., etc. Donc, le fait d'avoir capacité à lier des contacts à des objets est aussi une autre fonctionnalité qui va permettre d'apporter de la valeur au sein du catalogue. Voilà pour cette illustration. Vous voyez, je pense que de façon relativement intuitive, on peut utiliser le catalogue. Pour nous, un data catalogue n'est un succès dans l'entreprise que s'il répond au moins à deux règles. La première, il est unique dans l'entreprise. Le fait d'avoir plusieurs data catalogues dans l'entreprise, c'est un peu comme si on se disait que pour chercher une information sur le net, il fallait chercher sur plusieurs moteurs de recherche pour être sûr de trouver la bonne. En général, on s'appuie sur un moteur de recherche pour trouver ses réponses sur Internet. Eh bien, dans l'entreprise, le data catalogue doit, autant que faire se peut, être unique, de telle sorte qu'il soit le point d'entrée vers l'ensemble des jeux de données. Deuxième élément du succès, la simplicité d'utilisation. Si vous présentez à vos utilisateurs une solution complexe, assez rapidement, ils s'en détourneront, voire ils utiliseront des mécanismes de l'ordre du shadow IT. Ils recréeront des catalogues locaux dans des fichiers Excel parce qu'ils y trouveront plus de simplicité et vous reperdrez le contrôle sur les informations sur votre patrimoine de données. Donc, simplicité et unicité au niveau du catalogue sont pour nous des éléments qui sont extrêmement importants dans la réussite du data catalogue. Je stoppe la démonstration à ce niveau-là. Pour revenir sur la présentation très rapidement, sur l'écoute des besoins. Nous avons des convictions chez Zinea autour du data catalogue, mais nos convictions ne suffisent pas à identifier les fonctionnalités qui serviront à nos clients demain. Donc, nous restons à l'écoute de tous nos clients, quel que soit le secteur d'activité, pour essayer d'imaginer les fonctionnalités qui auront du sens demain. Parmi les besoins qui ont été remontés par les différents acteurs de la banque et de l'assurance, eh bien, nous avons identifié un besoin qui concerne la capacité à décrire les flux au niveau donné, mais à un niveau d'abstraction qui est bien au-dessus du niveau physique. On est plutôt sur ce que nous nommons des business data flow. Et donc, typiquement, nous mettons systématiquement en œuvre chez Zinea des ateliers de design avec les clients qui souhaitent faire partie de ces ateliers pour essayer de comprendre le besoin, de travailler en s'appuyant potentiellement sur des maquettes à des propositions de résolution. Et donc là, typiquement, pour répondre à des besoins de conformité réglementaire qui trouveraient une réponse par la modélisation des différents flux de données, eh bien, nous travaillons en ce moment et nous allons continuer à travailler dans les mois à venir sur eh bien, une nouvelle fonctionnalité dans Zinea qui permettra de répondre à ce type de besoins où les business data flow pourront être modélisés et permettre aussi de descendre jusqu'à la donnée technique depuis ces diagrammes. C'est vraiment l'illustration de quelque chose que nous mettons continuellement en place sur différentes fonctionnalités. Le meilleur moyen pour nous de créer une fonctionnalité qui sera utilisée par nos clients, c'est de travailler avec eux à la définition de la réponse à leurs besoins. Ce qui va nous permettre de bien comprendre le besoin et de pouvoir proposer la fonctionnalité qui présentera le plus de valeur à l'ensemble de nos clients. C'est extrêmement important pour nous dans cette démarche d'être en collaboration avec nos clients et de continuer à enrichir notre catalogue en nous appuyant des retours de terrain, des remarques sur des fonctionnalités qui peuvent être améliorées ou des fonctionnalités qui pourraient être ajoutées au produit. J'en ai fini de cette présentation. J'espère qu'elle a été relativement claire. J'espère que vous avez des questions, parce que je pense que nous sommes
tous intéressés par vos questions et pressés de pouvoir y apporter une réponse. Merci David pour cette présentation très claire. Alors, je vois qu'effectivement, nous avons eu quelques questions. Je vais commencer par la première. Pourriez-vous nous donner un exemple de cas d'usage pour le POC ainsi que les acteurs concernés? Alors sur les acteurs, je ne sais pas si parmi les personnes qui assistent, j'ai mes collègues commerciaux qui pourront me dire si je peux citer ou non les acteurs, donc je les laisserai répondre. Sur le cas d'usage, en fait, on travaillait typiquement sur, comme je le disais, des branches de l'activité de nos clients, chaque branche ayant potentiellement des besoins très spécifiques. Et on avait par exemple parmi les use cases en question, une branche qui était orientée division paiement avec un écosystème technique qui était vraiment très spécifique, cette division sur lequel il fallait valider déjà que mécaniquement parlant, nous pouvions nous connecter à cet écosystème, remonter le niveau de métadonnées de façon automatique et donc à coût zéro pour les utilisateurs dans Zinea, et ensuite que nous avions capacité à étendre le métamodèle pour ajouter là où les propriétés qui étaient attendues. Donc là, on était vraiment centré sur un besoin d'une activité de l'acteur autour des paiements très spécifique qui n'était pas forcément celle des autres divisions de notre client en question, sur lequel plusieurs challenges se superposaient, un challenge technique de connectivité et un challenge de flexibilité du métamodèle. Je ne sais pas si je réponds à la question de la personne. Pas de réaction, donc c'est que la réponse doit être complète. Alors, je vois qu'il y a deux questions qui viennent de s'ajouter. Alors, il est possible que ce soit lié à votre réponse. Donc, comment sont traités les aspects sécurité, notamment au niveau des API du data catalogue? Bien, avec de l'authentification, la sécurité n'est pas en mode open bar, sauf quelques points d'entrée neutres qui permettent, par exemple, de mesurer l'état de santé de la plateforme. L'ensemble des API qui permettraient d'exposer les métadonnées, voire permettraient d'altérer les métadonnées, sont systématiquement protégés par de l'authentification, plus du chiffrement au niveau du transit des informations. C'est juste l'utilisation de bonnes pratiques assez classiques en termes d'exposition d'interface, que ce soit des API web ou autres. Donc on a non seulement un contrôle par une autorisation via une clé d'API, mais bien évidemment du chiffrement sur tout ce qui est transit d'informations. Merci pour cette réponse. Alors, autre question, comment se structure le catalogue? Alors, comme je le disais, le catalogue permet par défaut de documenter des types d'objets différents. Donc, nous allons chercher à typer les différents objets qui sont présents dans le catalogue, puisque chaque type sera porteur d'une sémantique. Nous permettons aussi d'étendre ces types avec de nouveaux types qui porteront eux-mêmes leur propre signification. C'est ce que j'illustrais tout à l'heure, où nous avons créé des types custom comme réglementation, etc. Donc, nous travaillons déjà à cette organisation. Ensuite, chacun de ces types d'objets pourra être documenté selon un ensemble de propriétés qui lui est propre, ce que nous appelons donc les métamodèles. Derrière chaque type d'objet existera un métamodèle permettant de documenter les objets de ce type. Donc la structuration du catalogue, elle se fait de façon assez naturelle en rentrant dans ce schéma-là. Donc typer les différents objets qui sont documentés et sur chacun des types, aller lui apporter une documentation qui lui sera propre, adaptée à la nature même de l'objet. Ensuite, tout ceci est géré par la plateforme et est accessible par le moteur de recherche. Le moteur de recherche, lui, il va tirer profit de toutes ces caractéristiques sur chacun des objets pour permettre un accès tout azimut, de permettre de faire des recherches, quelle que soit la nature des objets qui peuvent être présents dans le catalogue. Bien évidemment, on pourra ensuite filtrer par type, selon les propriétés, etc., avec une mécanique qui est relativement simple et qui est maîtrisée par tout un chacun, puisqu'on a repris exactement la même mécanique que celle qu'on trouve sur les sites e-commerce. C'est-à-dire capacité à faire une recherche en texte naturel avec des termes et capacité complémentaire ou en substitution à appliquer des filtres pour converger vers les résultats. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de cette personne
avec ces éléments, donc n'hésitez pas à demander un complément si besoin. OK. Question suivante. Donc, ce métamodèle est très ouvert et intéressant. Est-ce que cela peut être complexe de le gérer, réguler, etc.? Alors, oui, forcément, au bout d'un moment, plus on va rajouter de propriétés, de relations, plus on va arriver à un niveau de complexité accru. C'est pour ça que nous préconisons, nous, d'y aller de façon itérative. Il ne serait pas forcément pertinent de partir de prime abord avec un métamodèle, avec une volonté d'avoir un métamodèle cible extrêmement enrichi. Par retour d'expérience, on apporte déjà beaucoup de valeur avec très peu de propriétés additionnelles sur les métamodèles. Donc, tout l'exercice consiste à identifier les propriétés qui vont apporter le plus de valeur et à savoir freiner, garder le pied sur le frein. La tentation, c'est d'appuyer sur l'accélérateur et d'en mettre un maximum. Il faut garder en tête que cela a quand même pas mal de travers. La maîtrise du métamodèle et la maîtrise de sa complexité d'une part, mais aussi l'effort et la clarté du message qui va être passé au data steward. Plus vous leur exposerez des métamodèles riches sur lesquels ils devront travailler et apporter des compléments d'information, plus ce sera difficile de tenir la qualité au niveau de l'enrichissement documentaire. Donc j'insiste vraiment sur cette approche que nous préconisons, qui est de progresser étape par étape dans la construction du métamodèle pour garder la main, garder le contrôle sur sa complexité et d'éviter justement d'introduire une complexité juste inutile. Très bien, merci. Autre question, est-ce que les métamodèles aspirés lors de la construction sont régulièrement contrôlés en vérifiant s'il y a des données modifiées en plus? Oui, si je comprends bien la question, la réponse est oui. C'est tout l'objet d'être connecté. Le fait que nous soyons connectés aux plateformes techniques nous permet non seulement d'importer initialement des métadonnées, mais nous permet aussi et surtout de rester synchronisés par rapport au système. Si jamais il y a une évolution sur le système source, à intervalles réguliers, nous récupérons la nouvelle définition, tout ce jeu de métadonnées pour mettre à jour le catalogue de façon mécanique. Donc, ce sont autant de facilités qui sont offertes qui permettent de décharger les data stewards de cette responsabilité. Donc, la récupération initiale est une chose, la synchronisation continue en est une autre qui apporte aussi beaucoup de valeur. Donc, il est important de l'avoir en tête. Je prends un exemple assez trivial. Si vous avez remonté un dataset qui était une table qui disposait de 10 colonnes et qu'elle a évolué et que maintenant il y en a 14, eh bien automatiquement les 4 nouvelles colonnes vont apparaître, ainsi que toutes les métadonnées associées, les contraintes associées, d'éventuelles descriptions, etc., etc. Et ce, sans action nécessaire de votre part, dès lors où le dataset est connu de Zinea. Zinea pose comme postulat qu'il est important de le garder synchronisé avec l'existant. Nous ne voulons pas être le catalogue musée qui décrit un objet à un instant T. Nous voulons être le catalogue aligné avec la réalité des systèmes. Et donc, nous sommes synchronisés avec ces systèmes. OK. Donc, ça rejoint, j'imagine, la traçabilité des actions sur ce data catalogue. Alors, la traçabilité, je pense que ça fait écho aux actions réalisées par les utilisateurs en termes de documentation sur les objets. En fait, nous proposons une piste d'audit sur chacun des objets qui va référencer l'ensemble des altérations de la documentation, ce qui permet de savoir qui a modifié quoi, quand, sur quel objet. C'est la source d'inspiration, elle vient de plateformes comme Wikipédia, qui sont des plateformes ouvertes massivement au public et qui, par le biais de contrôle et de transparence sur les modifications qui ont pu être effectuées, permettent de continuellement réussir à converger vers un contenu de qualité, en dépit du fait qu'on est dans un milieu très hostile qui est le web public, contrairement à un milieu moins hostile normalement qui est le milieu de l'entreprise. Donc en entreprise, tout le monde est connecté, et donc tout le monde tracera dans la piste d'audit les modifications qu'il apporte sur un objet. Très bien. Et donc, enfin, une dernière question. Dans le lignage, les liens qui ont été remontés, l'ont-ils été manuellement, automatiquement ou bien par un scan? Alors ça, c'est la question à 100 000 $ qui revient toujours. Nous avons capacité à automatiser une partie de ce lignage sous condition. En fait, là, nous ne sommes pas vendeurs de rêves. Il s'agit d'un sujet qui est techniquement relativement complexe.
de remonter mécaniquement ce type de relation. Donc, dans certains cas, nous avons des systèmes qui nous permettent de remonter un premier niveau de relation de façon automatisée. Dans d'autres cas, cela n'est juste pas possible. Et donc là-dessus, on ne survendra pas les capacités au niveau des connecteurs. En fonction de vos plateformes, un certain niveau d'automatisation est envisageable. Mais dans certains cas, il ne le sera juste pas. Nous venons globalement chez Zinea de la technique. Et nous préférons avoir un discours de franchise à ce niveau-là plutôt qu'un discours qui serait trompeur. Oui, nous pouvons automatiser pas mal de choses, mais pas tout. À noter quand même là-dessus qu'avec de nouvelles fonctionnalités d'import basées sur des fichiers structurés, il y a possibilité aussi, si vous avez un catalogue de vos process, de les charger de façon massive, ce qui permet d'éviter quand même une saisie 1 à 1 de chacun des process. Donc on a quand même des possibilités d'accélération au niveau de la documentation. C'est vraiment là où nous allons travailler et continuer à travailler sur nos produits. C'est dans tous les cas proposer un moyen simple pour produire la documentation de façon massive. Super, merci pour toutes ces réponses, merci pour cette présentation. David, comment peut-on faire pour vous contacter? Eh bien, c'est relativement simple. Vous pouvez envoyer un email. Alors, vous aviez en début de présentation, à titre personnel, mon adresse sur Twitter, mais bien évidemment, vous pouvez contacter Zinea directement par email en vous rendant sur le site. Vous avez toutes les coordonnées qui sont disponibles. Nous sommes une boîte française, donc vous pouvez tous nous contacter en français. Bien sûr, si vous voulez aussi nous contacter en anglais, c'est possible. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site zinea.com et vous y trouverez toutes les informations de contact dont vous avez besoin. Vous savez tout sur Zinea. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation et je vous souhaite bien sûr une très belle journée, une bonne continuation et au plaisir de vous revoir sur les événements de Lima et de Zinea également. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. À bientôt, David.